écoutez RFI, il est 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. À la une de l'actualité africaine, le Rwanda, les conditions extrêmement difficiles auxquelles sont soumises les personnes détenues dans les centres de transit. L'organisation Human Rights Watch accuse Kigali de mener des rafles de milliers de personnes démunies et de les détenir de façon arbitraire, parfois pendant de longs mois. L'appel des députés belges à la République démocratique du Congo, les parlementaires demandent la tenue d'élections transparentes avant la fin de l'année, faute de quoi ils souhaitent des sanctions économiques contre Kinshasa. La RDC, où le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme était en visite cette semaine, il demande pour sa part une ouverture de l'espace politique. Vous l'entendrez juste après le journal, il sera l'invité de Sonia Rollet tout à l'heure. Au sommaire encore le Burundi, la mairie de Bujumbura change le système des cahiers de ménage pour mieux contrôler les mouvements de population. Et puis au Soudan du Sud, le président Salva Kiir appelle son vice-président à revenir à Djouba. Il lui laisse 48 heures pour lui donner une réponse. Surpopulation, saleté, les personnes détenues dans les centres de transit au Rwanda décrivent donc des conditions très difficiles. Et elles sont nombreuses. Selon des organisations de défense des droits de l'homme, le gouvernement rwandais arrête des milliers de personnes, des mendiants, des vendeurs ambulants, des enfants des rues et les détient dans des centres de façon arbitraire, parfois pendant des mois. Human Rights Watch a interrogé une quarantaine d'anciens détenus qui ont décrit leurs conditions de vie dans ces centres. Karina Tertsakian travaille pour l'ONG. Ils ont également décrit des conditions extrêmement rudes dans ces centres de transit où souvent ils n'ont pas suffisamment de nourriture, pas suffisamment d'eau. Les salles dans lesquelles ils sont détenus sont surpeuplées, sont très sales. Et surtout, la majorité de ces détenus ont été battus, soit à l'arrivée par des policiers, soit pendant leur détention, par des policiers ou même par d'autres détenus qu'on appelle dans le jargon des détenus les conseillers, qui sont des détenus choisis par la police pour assurer la sécurité, soi-disant, dans les centres de transit. Donc des conditions extrêmement dures. Des propos recueillis par Michel Arsenault. Il faut organiser des élections en République démocratique du Congo dans les délais prévus par la Constitution et il faut également que ce scrutin soit transparent. C'est ce que demandent les parlementaires belges aux autorités congolaises. Ils brandissent la menace de sanctions économiques. C'est le contenu d'une résolution adoptée cette semaine à une très large majorité au Parlement belge. Les députés demandent au gouvernement de Bruxelles une attitude ferme vis-à-vis de Kinshasa. Richard Miller, député libéral, membre de la majorité gouvernementale, est l'un des auteurs de cette résolution. Bien, ce que nous souhaitons, c'est 1. Le respect de la Constitution. 2. Que les élections aient lieu en respectant la date limite du 20 septembre 2016. Pour la convocation du corps électoral. Pour la convocation, oui. Et nous souhaitons que la définition du corps électoral soit légale, c'est-à-dire que l'on puisse vérifier les noms des personnes. Nous demandons à notre gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les élections puissent être contrôlées et que tous les citoyens qui sont en droit de voter puissent le faire. Et donc c'est une demande qui est assez forte vis-à-vis de notre gouvernement. Nous n'accepterions pas la moindre transigence par rapport à cela. Sinon, nous sommes même prêts à ne pas reconnaître le résultat de ces élections. Vous demandez également un gel de l'aide directe au Congo si la date notamment des élections n'est pas respectée. Et également des sanctions contre les personnes qui porteraient atteinte à l'ensemble du processus électoral. Je ne vais pas parler de menaces, mais en tout cas de pression. Le député belge Richard Miller était joint par Florence Maurice. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme vient quant à lui d'effectuer une visite de 4 jours en RDC à l'approche de la fin du mandat de Joseph Kabila. Justement, Zeid Ra'ad Al-Hussein estime qu'il faut apaiser la tension qui monte en RDC. Sinon, dit-il, les avancées du pays en matière des droits de l'homme sont menacées. Il appelle notamment à la libération des prisonniers politiques, à l'ouverture également de l'espace politique. Il regrette toutefois de ne pas avoir pu rencontrer le président Joseph Kabila. Vous l'entendrez plus longuement après le journal revenir sur cette situation en RDC. Il est l'invité de la rédaction ce matin. Lors de cette visite en RDC, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a par ailleurs évoqué la situation au Burundi. Pays en crise depuis plus d'1 an, depuis la candidature du président Nkurunziza à un 3e mandat. Zeid Ra'ad Al-Hussein regrette des problèmes de coopération avec le régime burundais.
Nous avons régulièrement, au cours des derniers mois, fait des demandes très précises aux autorités de Bujumbura. Et même quand elles répondaient à nos demandes, elles ne le faisaient jamais complètement, que ce soit en ce qui concerne la libération des prisonniers ou concernant l'enquête qu'on devait mener, la facilitation. J'ai rencontré une délégation burundaise de haut niveau et j'ai insisté sur ce point. Nous ne sommes pas satisfaits du niveau de coopération. Et ils ont à nouveau dit qu'ils allaient redoubler d'efforts et essayer de coopérer avec nous. Mais encore une fois, il faut qu'ils le prouvent sur le terrain. C'est une chose de faire des promesses, mais on a besoin d'avoir une parfaite collaboration. Il faut qu'ils revoient leur politique à l'égard des médias indépendants. Et s'il y a un jour l'organisation d'un dialogue inclusif, il faudra que le régime de Bujumbura revoie son approche répressive. Des propos recueillis par Sonia Rollet. Dans ce contexte de crise au Burundi, la France a proposé à l'ONU le déploiement d'une force de plus de 200 policiers sur le sol burundais pendant 1 an pour protéger les civils. Mais le Burundi indique sans surprise qu'il n'a pas l'intention d'accepter l'arrivée d'une telle force. Pour le ministre de la Sécurité publique, la France n'a aucune idée de ce dont son pays a besoin et les forces de sécurité burundaises sont de toute façon capables, dit-il, de faire leur travail sans aide extérieure. Dans la capitale burundaise, à présent, la mairie est en train de changer le système des cahiers de ménage. Ce sont des cahiers dans lesquels chaque foyer note le nom de tous les membres de la famille ainsi que ceux des visiteurs. La nouveauté, c'est qu'il y aura désormais des cahiers officiels, Anne Kantner. Jusqu'à présent, les familles pouvaient aller acheter n'importe quel cahier dans n'importe quelle boutique, mais désormais, il existe des cahiers officiels. Vendus par les chefs de quartier pour 2000 francs burundais, cela représente un peu plus d'€1, bien plus cher que les cahiers classiques que l'on peut trouver dans les boutiques, mais c'est le prix de la sécurité, explique la mairie. Les chefs de famille doivent y inscrire le nom de tous les membres de la famille et des visiteurs de passage, leur numéro de carte d'identité, leur date et lieu de naissance, leur profession, leur numéro de téléphone. En revanche, pas de mention de l'appartenance ethnique. La mairie insiste sur ce point. Par ailleurs, les autorités démentent les rumeurs qui circulent depuis quelques semaines à Bujumbura. Non, les membres du parti au pouvoir ne seront pas exemptés et ils devront bien acheter eux aussi ces cahiers de ménage. La mairie n'a pas fixé de date limite, mais espère que tous les foyers seront équipés dans 3 ou 4 mois maximum, sans doute moins. Et ce système de cahiers de ménage pourrait bientôt être mis en place dans d'autres villes du pays. C'était les précisions d'Anne Kantner. RFI à Gao, 92.1 FM. Des combats ont éclaté hier après-midi dans le nord du Mali, à Kidal, entre des hommes du Gatia, membres de la plateforme, un groupe pro-gouvernemental, et des hommes du HCUA, membres de l'ex-rébellion CMA. Les tirs ont éclaté d'abord dans le centre-ville avant de se propager dans d'autres quartiers. De violents affrontements qui ont duré jusqu'à 19h au moins. Les deux camps se rejettent la responsabilité des violences. Pas de bilan pour le moment de ces affrontements. Des violences qui ont éclaté hier, donc, alors que le Mali rendait hommage à Ségou, aux 17 soldats tués mardi dans une attaque terroriste à Nampala. L'appel du président sud-soudanais Salva Kiir demande à son vice-président de revenir à Juba pour pouvoir relancer le processus de paix. Riek Machar a quitté la capitale après les combats qui ont éclaté il y a 2 semaines et qui ont fait des centaines de morts. Salva Kiir se dit prêt à assurer la sécurité de Riek Machar et lui laisse 48 heures pour lui donner une réponse. Eux aussi sont partis, ils ont quitté le Soudan du Sud sans crier gare. Selon une note confidentielle des Nations Unies, 4 pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et la Jordanie, ont retiré des policiers de la MINUS au moment de la flambée de violence à Juba, sans avoir demandé l'autorisation de l'ONU. Vive réaction, colère même de la part des Nations Unies. Ces pays ne participeront plus aux forces de police de la MINUS, Marie Bourreau. La note n'est pas signée, mais elle viendrait directement du patron des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsous. En tout, 12 policiers qui appartiennent à des contingents allemands, suédois et britanniques ont quitté le Soudan du Sud sans en avertir la MINUS, selon ce mémo. Mais un porte-parole de la mission britannique conteste cette version des faits et assure que l'ONU était au courant. Il reste dans le pays près de 1200 policiers et 13 500 militaires. Le départ de ces officiers ne met donc pas en péril la mission, mais il envoie un très mauvais signal politique
aux autres pays contributeurs de troupes et de police déployés dans des conditions difficiles et particulièrement dangereuses. L'ONU, à travers la voix du secrétaire général, a annoncé qu'elle se passerait désormais de ces pays au sein de la police de la MINUS. Visiblement rédigée sous le coup de la colère, la note remet en question aussi le siège de membres permanents du Conseil de sécurité du Royaume-Uni. Mais cette crise est surtout un révélateur de l'exaspération de l'ONU qui réclame depuis des mois aux Occidentaux de s'investir beaucoup plus dans les opérations de maintien de la paix. Marie Bourreau, New York, RFI. Chercheurs, hommes politiques, activistes sont réunis à Durban aujourd'hui encore en Afrique du Sud pour la 21e conférence mondiale sur le sida. Les participants s'accordent sur un point. Il y a bien eu des progrès ces dernières années dans la lutte contre cette maladie, mais toutefois, il existe encore de très fortes disparités géographiques. Médecins sans frontières évoque des lacunes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, Lisa Fabian. Ces 10 dernières années, la question du VIH a largement été négligée en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Pourtant, le problème s'accentue. Mide Phillips est conseillère médicale chez Médecins sans frontières. Il y a un manque de mobilisation et de volonté politique. Il y a aussi un manque d'adaptation des services de santé aux besoins des patients. Il y a une très grande stigmatisation et la société civile, les associations de patients, ils sont un peu isolés. Ils n'ont pas pu mettre à l'agenda le problème du VIH comme dans d'autres régions de l'Afrique. Les dépistages sont rares et seuls 30% de patients sont placés sous traitement. Dans l'hôpital géré par MSF à Kinshasa, un patient séropositif sur 4 meurt juste après son admission, 39% d'entre eux dans les 24 heures. Les gens atteints du sida nous arrivent dans des états très avancés de la maladie. Ils ont des infections opportunistes qu'on voit presque plus en Afrique australe par exemple. Nos cliniciens qui travaillent dans les deux régions, ils sont frappés par ce contraste. Des disparités choquantes pour Sharon Ann Lynch, conseillère VIH-Sida pour MSF. On promet de placer 30 millions de personnes sous antirétroviraux d'ici 2020. Et devinez quoi ? Un tiers des personnes concernées vit en Afrique de l'Ouest et centrale. Alors va-t-on enfin essayer de résorber les inégalités entre ceux qui ont accès au traitement et ceux qui sont tout simplement négligés ? MSF espère une prise de conscience rapide des décideurs. Lisa Fabian, Durban, RFI. Direction Madagascar à présent pour faire un tour dans les ruelles d'Antananarive en raison de l'explosion démographique et de l'exode rural. Beaucoup de quartiers populaires de la capitale se sont construits sans aucun plan et il manque cruellement d'infrastructures. Depuis 2012, un projet a été mis en place pour construire des escaliers, par exemple, des canaux de drainage des eaux usées ou encore pour paver les rues. 15 millions d'euros ont été débloqués par l'Agence française de développement. Mais malgré tout, Jeanne Richard, il reste encore beaucoup à faire. Dans le quartier d'Ankazumang, un assemblage hétéroclite de cabanes en tôle ou en bois et de passerelles instables au-dessus d'une eau nauséabonde dans laquelle flottent toutes sortes de déchets. C'est un des bidonvilles visés par le programme Lalankel, comme l'explique Laz Ramandimbi Manana, directeur du projet. Le projet, c'est un désenclavement et assainissement des quartiers populaires et prioritaires de l'agglomération d'Antananarive. Donc le principe, c'est d'améliorer l'assainissement. On a construit des bornes à fontaines, des lavoirs publics et aussi en termes de désenclavement, il a été construit des ruelles, des passerelles, des voies carrossables. Ces nouvelles installations sont plantées dans un paysage de misère et malgré les efforts de sensibilisation des ONG, l'insalubrité est toujours aussi présente. Selon le chef du quartier, Soufa Rakut Manana, c'est à cause du manque d'entretien et du manque d'intérêt de la population. Il y a eu plusieurs sessions de sensibilisation ici, mais rien n'a changé. Rien que ce matin, ils ont nettoyé et vous voyez, il y a déjà des ordures. Donc c'est vraiment la mentalité qu'il faut changer à Madagascar, sinon les problèmes de propreté continueront. La mairie promet de renforcer les sensibilisations ainsi que de mettre en place un vrai système de nettoyage, mais le problème reste le financement. Aucun budget n'a encore été débloqué. Jeanne Richard, Antananarive, RFI. Antananarive, vous lit maintenant 7h44, 6h44 ici à Paris. Dans 5 minutes, la revue de presse Afrique avec Norbert Navarro. Il nous reparlera des affrontements qui ont éclaté hier à Kidal, dans le nord du Mali. Et à suivre encore toute l'actualité sportive avec Thomas de Saint-Léger. Il sera question de foot du championnat de Guinée équatoriale. Mais avant cela, l'invité de la rédaction. Appelez-nous, exprimez-vous. Appel sur l'actualité,
Libre Antenne. Juan Gomez. RFI vous donne la parole, où que vous soyez à travers le monde. Rejoignez-nous et lancez le débat sur l'actualité de votre choix. Vos commentaires, vos analyses et vos témoignages, tous les sujets nous intéressent. 33 9 693 693 70. Juan Gomez avec vous au téléphone tout à l'heure, à partir de 8h10 TU. RFI. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme vient d'effectuer une visite de 4 jours en République démocratique du Congo. C'était la première depuis le début de son mandat. Elle a pris fin hier. 4 jours, le temps de se rendre dans l'Est, à Goma, à Bukavu aussi, avant de terminer par la capitale, Kinshasa. Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein est l'invité de Sonia Rollet. Monsieur le haut-commissaire, bonjour. Bonjour. Est-ce que, au vu de la restriction de l'espace politique, au vu des violations des droits de l'homme à caractère politique, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un dialogue crédible ou même des élections crédibles dans ce pays ? Je pense qu'il sera extrêmement difficile d'avoir un dialogue qui ait du sens. Un dialogue crédible ne peut se dérouler que quand toutes les parties pourront exprimer leurs sentiments sans risque de représailles ou sans risque d'être emprisonnées. Donc, même si je soutiens l'appel du président à un dialogue inclusif, il est inconcevable qu'il puisse se tenir sans que les conditions ne changent. J'ai reçu l'assurance de la part des États, des différents services de sécurité, qu'ils respectent les droits de l'homme. Et ma réponse a été que quand je verrai dans les marchés, dans les rues, dans les différentes villes du pays, une ouverture de l'espace politique, alors oui, je serai le premier à me féliciter de ces déclarations. Mais pour le moment, non, je ne pense pas que la restriction de l'espace politique actuel permette un dialogue viable tel que requis. Quelles sont les mesures que vous avez recommandées aux autorités pour justement permettre ce dialogue crédible ? Vous avez notamment parlé de la libération de prisonniers. Oui, effectivement. Et les autorités avec lesquelles j'ai parlé ont dit qu'elles accueilleraient favorablement une liste de noms que nous allons leur soumettre. Nous nous sommes également concentrés sur un certain nombre de problèmes, comme le besoin de ne pas faire un usage excessif de la force dans le contrôle de la foule, et notamment l'usage d'armes létales. Et ils nous ont parlé d'une nouvelle réglementation sur le contrôle des masses. Comme je le dis, nous avons bien accueilli les déclarations qui nous ont été faites, mais on ne pourra réellement s'en féliciter que quand il y aura un réel changement. S'il n'y a pas de ce changement que vous souhaitez, est-ce que vous seriez favorable justement à des sanctions ciblées contre les responsables des services de sécurité ? Oui, alors je suis bien placé pour en parler puisque j'étais à la tête du comité des sanctions pour la RDC. En effet, tous les moyens dans le respect de la loi qui peuvent permettre de changer les comportements doivent être envisagés. Nous aimerions plutôt avoir un dialogue positif, nous aimerions convaincre. Mais si les droits de l'homme sont violés et qu'on pense que des pressions sous forme de sanctions ciblées sont nécessaires, alors je n'ai aucune objection. Et parfois, je pense même que c'est nécessaire. Au mois de juin, 70% des violations des droits de l'homme commises dans le pays l'étaient par des agents étatiques. On sait que la MONUSCO coopère avec ses forces de sécurité. À quel niveau de violation des droits de l'homme commises par les forces de sécurité est-ce qu'il faudra revoir la coopération et est-ce que ça doit être envisagé ? Je comprends votre question. Je crois que ce qui est clair, c'est que les Nations Unies sont soumises à une politique ferme en matière des droits de l'homme. Nous attendons que toutes les composantes des Nations Unies la respectent scrupuleusement et soient vigilantes dans leurs interactions avec les acteurs étatiques. C'est vrai qu'il faut que nous soyons vigilants sur le fait de ne pas être complices ou perçus comme étant de mèche avec les auteurs de ces violations. Mais je ne peux pas parler au nom de la MONUSCO. Je pense que sur toutes les opérations de maintien de la paix, ces relations
opérations doivent faire l'objet d'une attention particulière. Les casques bleus ont été régulièrement accusés, notamment ces derniers mois ou années, notamment à Beni, de ne pas avoir fait assez pour protéger les civils. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent faire plus? Vous savez, par le passé, j'ai été, avec mon ami, le directeur du bureau conjoint, engagé en tant que casque bleu, c'était il y a plusieurs années, en ex-Yougoslavie, et nous avons vécu Srebrenica. Depuis, tous ceux qui ont été traumatisés par cet événement, nous croyons qu'il faut un mandat fort de protection des civils, des règles d'engagement claires et surtout un engagement des pays contributeurs de troupes à respecter ces obligations. Malheureusement, et depuis de nombreuses années, ce qui arrive, c'est que les états-majors nationaux prennent le pas sur le commandement onusien, ce qui complique la tâche. J'ai vu des rapports faisant état de cette inaction de casques bleus dans la protection des civils, et c'est vraiment dommage. Ce n'est pas possible que des gens soient tués, leurs maisons brûlées, et que les casques bleus ne fassent rien. Monsieur le haut-commissaire, merci. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme répondait à Sonia Rollet. À la fin de la convention républicaine à Cleveland, aux États-Unis, elle s'achève avec un discours aux forts accents sécuritaires. Donald Trump dit accepter l'investiture avec humilité et gratitude. Il assure qu'il est le candidat de l'ordre public et qu'il entend suspendre l'immigration en provenance des pays, je cite, compromis par le terrorisme. Il répète qu'il veut un grand mur à la frontière avec le Mexique. En France, l'enquête sur l'attentat du 14 juillet à Nice, d'après le procureur de la République, Mohamed Lawesh Boulel a préparé son attaque pendant plusieurs mois. 5 suspects ont par ailleurs été mis en examen et placés en détention provisoire. En Turquie, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Istanbul à l'appel du président Erdogan après le coup d'État manqué de la semaine dernière. Les autorités turques ont prévenu, lors de l'état d'urgence, elles dérogeront à la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis c'est confirmé par le tribunal arbitral du sport, la suspension du comité olympique russe ainsi que celle de 68 athlètes après des révélations de dopage organisées. Dans les prochains jours, c'est le comité international olympique qui devrait se prononcer sur l'exclusion ou sur la participation des sportifs russes au JO de Rio qui commencent dans quelques jours. RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android. À 6h52 à Paris, c'est l'heure de retrouver Norbert Navarro pour la revue de presse. Bonjour Norbert. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une de la presse africaine ce matin, ces affrontements violents au Nord Mali et notamment à Kidal entre l'armée et des rebelles Touaregs. Oui, du côté de la CMA, on indique que c'est le Gatia qui a ouvert le feu, énonce Maliweb qui le déplore. La CMA et la plateforme déchirent les accords de Niamey. Étant rappelé que ces affrontements qui ont éclaté dans l'après-midi surviennent moins d'une semaine après la signature à Niamey d'un accord pour partager la gestion de la ville. À l'inverse, selon le secrétaire général du Gatia cité par Malijet, ce sont les éléments de la CMA qui ont ouvert le feu sur un convoi du Gatia qui rentrait d'une mission à Tinzawatine. Les forces du Gatia sont rentrées dans la ville par le côté est qui est tenu par la CMA conformément aux accords conclus entre les deux parties sur la gestion sécuritaire de Kidal alors que c'est le côté ouest qui a été confié au Gatia. Malijet affirme aussi que les éléments de la CMA ont immédiatement ouvert le feu, déclenchant ainsi les combats entre les deux mouvements. Il faut dire que le climat était déjà tendu entre les deux mouvements qui gèrent collégialement maintenant cette ville. Ils s'y étaient affrontés violemment dans un passé récent, sans mort d'homme, rappelle ce site malien selon lequel la CMA, dit-on, est devenue arrogante et n'hésite pas à dire à qui veut l'entendre qu'Ibrahim Boubacar Keïta lui a donné suffisamment de moyens financiers et qu'elle n'a plus peur de qui que ce soit, énonce donc Malijet. C'était prévisible, soupire le pays au Burkina Faso, car les deux camps ne se faisaient aucune confiance. En tout cas, prédit désabusé ce quotidien ouagalais, ces affrontements qui n'augurent rien de bon pour le retour de la paix au Mali dénotent de la volonté de chaque camp de contrôler en maître absolu Kidal, une enclave quasiment interdite d'accès aux autorités de Bamako. Pouvait-il en être autrement
quand on sait qu'aucun des mouvements ne veut renoncer à ses ambitions, mais faire parler la poudre à la place du dialogue permettra-t-il à un des groupes d'atteindre ses objectifs? Rien n'est moins sûr, soupire le pays. Un des journalistes en colère dans les médias publics au Burkina Faso. Il dénonce ce qu'il considère comme l'interventionnisme du ministre de la Communication. Rémi Danginou, ministre de la Communication, est cité ce matin en gros caractères et entre guillemets, entre griffes comme on dit en Afrique, par l'observateur Palga, que celui qui ne veut pas obéir fasse comme Norbert Zongo, démissionner et créer son propre journal. Ce quotidien publie la déclaration conjointe de l'Association des journalistes du Burkina et du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, lesquels dénoncent en chœur l'immixtion du ministre de tutelle dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information par les médias publics, ainsi que les tentatives d'embrigadement des médias publics par le pouvoir de Roch-Marc Christian Caboret, tout en disant non à la caporalisation des médias publics. Enfin, Norbert, ce grand reportage au Tibet qui n'a pas manqué de vous surprendre. Et pour cause, faute de moyens, ça n'est pas tous les jours que la presse africaine voyage au long cours, et ce grand reportage organisé par le centre de presse Chine-Afrique a permis à 27 journalistes africains de découvrir la Chine profonde. On connaissait Tintin au Tibet. Cette fois-ci, c'est un reporter du journal nigérien Sahel Dimanche qui a eu la chance de découvrir les merveilles de Lhasa, capitale du Tibet, à commencer par le Potala, palais du Dalai Lama, jusqu'en 1959, lorsque la Chine a annexé le Tibet. Mais justement, de cette annexion, il n'est pas question dans ce grand reportage qui ne présente le Tibet que sous l'appellation officielle de région autonome et qui tourne vite à la visite guidée organisée par les officiels chinois, donnant à ce grand reportage les allures d'un publi-reportage dans lequel il est beaucoup question des problèmes respiratoires liés à l'altitude et jamais question des problèmes liés à la colonisation forcée du Tibet par la Chine. Dommage, mais bon, pas facile, il est vrai, d'échapper à la veille attentive des accompagnateurs chinois dans ces visites organisées. Alors, Sahel Dimanche au Royaume des Neiges, une lecture à tout le moins rafraîchissante. Merci Norbert Navarro, revue de presse à retrouver sur RFI.fr. Le goût du monde. Clémence Denavy. Une brochette de poulet ou une soupe de nouilles avant de rentrer. La cuisine est dans la rue cette semaine et notre guide, c'est le chef cuisinier globetrotter Jean-François Mallet. La cuisine de rue, c'est tout le contraire d'un restaurant. C'est un endroit où on ne peut pas s'asseoir, où il n'y a pas de service, où on ne peut pas y boire, où on n'a pas le choix de ce qu'on va manger. Et pourtant, c'est délicieux. Le goût du monde. Clémence Denavy, demain, à partir de 12h10 TU. RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Le journal des sports, bonjour Thomas de Saint-Léger. Bonjour Magali, bonjour à tous. À 2 semaines tout rond du début des Jeux Olympiques de Rio, l'ensemble du contingent camerounais s'envole vers le Brésil demain pour rejoindre les volleyeuses déjà présentes sur place. Et en attendant, la très solennelle cérémonie de remise du drapeau a eu lieu hier à Yaoundé. Le Premier ministre Philémon Yang a remis le précieux étendard à celui qui sera chargé de le porter pendant la cérémonie d'ouverture. Le plus jeune des 24 sportifs de la délégation camerounaise, le boxeur Wilfried Sey, 18 ans. Pour le Sénégal, le porte-drapeau sera une femme, la lutteuse Isabelle Sambou, l'une des chances de médaille aussi. Amy Sen, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une spécialiste du lancer du marteau. Elle est âgée de 30 ans, compte 3 titres de championne d'Afrique, le dernier conquis à Durban le mois dernier. Son principal objectif pour ces JO, faire mieux qu'à Londres il y a 4 ans. À l'époque, elle n'avait pas passé le stade des qualifications. Amy Sen au micro de Babacar Fall. La première Olympiade, c'était une grande découverte. Aujourd'hui, maintenant, je sais ce que c'est, j'ai de l'expérience. Je vais aborder la compétition complètement différemment pour intégrer une finale olympique. Je pense que j'ai une possibilité de faire quelque chose d'énorme. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que ça sera facile parce que dans le sport, rien n'est facile. Je suis consciente de ce qui m'attend. Après, les filles, on les connaît aussi. J'ai eu l'occasion de les côtoyer à maintes reprises lors des différents meetings. Maintenant, des Jeux Olympiques, tout le monde aborde ça différemment. Après, cette année, j'ai eu l'opportunité et la chance d'avoir la bourse olympique. J'ai profité de tout ça pour m'entraîner dans les meilleures conditions. Après, les conditions peuvent être meilleures, ça c'est sûr. Déjà, moi j'aimerais bien m'entraîner plus souvent au Sénégal, mais les conditions ne me permettent pas parce
parce que j'ai pas de cage à marteau. Et c'est vrai que je sollicite à chaque fois pour avoir cette cage, je l'ai toujours pas. Donc voilà, les conditions peuvent être meilleures, mais voilà, elles sont comme elles sont, donc je fais avec. Un Micène que vous retrouverez donc pendant les JO de Rio du 5 au 21 août. Des jeux à suivre bien sûr sur RFI et RFI.fr. En cyclisme, Chris Froome assomme un peu plus le Tour de France 2016. Le Britannique a remporté hier la 18e étape contre la montre en côte de 17 km. À 2 jours de l'arrivée, le maillot jaune est solidement accroché sur ses épaules. À noter la nouvelle belle performance du Sud-Africain Luis Meintjes, 9e de l'étape, devant Nairo Quintana, 9e aussi du classement général. Et du football, enfin, place ce week-end au 3e tour, retour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. 7 rencontres en tout, une seule ce vendredi, Ghana-Sénégal à Cape Coast. Les Sénégalais l'avaient emporté au match aller 3-1. Merci Thomas de Saint-Léger. Dans quelques secondes, maintenant, c'est un nouveau journal sur l'antenne de RFI, bien sûr. Très bonne journée à tous. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.